Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire bouleversante qui a secoué en 2018 un quartier tranquille de la banlieue de Seattle, dans l'État de Washington. Vous allez découvrir comment un couple apparemment sans histoire a vu sa vie voler en éclats lorsqu'un sombre secret a fait surface. Avant de plonger dans les détails, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Cela m'encourage énormément à continuer. Dans la banlieue verdoyante de Seattle, une maison se tenait au cœur d'un lotissement arboré. À première vue, rien ne semblait distinguer cette demeure des autres pavillons alentours, si ce n'est l'atmosphère paisible qui y régnait. C'est là que résidait Sarah Vanderbilt, une jeune femme de 35 ans, menue, aux cheveux bruns, tombant en boucles légères sur ses épaules, et aux yeux verts, profonds, qui semblaient toujours pétiller d'enthousiasme. Elle travaillait comme rédactrice indépendante. Ses études en journalisme lui avaient conféré une curiosité aiguisée pour tout ce qui touche aux faits divers et à l'actualité, sans pour autant qu'elle ne s'imagine un jour être elle-même au cœur d'un scandale criminel. Chaque matin, elle s'installait à son bureau, une tasse de café fumant à portée de main, pour écrire des articles qui paraissaient de temps à autre dans des revues spécialisées ou sur des sites d'information. De l'extérieur, rien ne laissait deviner qu'elle traverserait bientôt la plus grande tempête de son existence. Elle partageait sa vie avec Brandon Vanderbilt, âgé de 40 ans, un homme à la silhouette imposante, les cheveux à peine grisonnants et le regard souvent insondable. Dans leur quartier, on le connaissait pour sa serviabilité. Il aidait volontiers les voisins à réparer un volet capricieux ou à déblayer l'allée lorsqu'elle était jonchée de feuilles mortes à l'automne. Il occupait un poste de manager dans une entreprise de logiciels, un travail qui lui permettait de voyager régulièrement entre Seattle et les environs de Portland. Jamais personne n'aurait pu deviner que derrière son sourire poli se cachait une face bien plus sombre. Marié à Sarah depuis 5 ans, il donnait l'impression d'être un époux parfait, veillant à ce que tout le monde le considère comme un pilier de la communauté. Personne, pas même sa femme, ne soupçonnait combien ce cadre de vie idyllique n'était qu'une façade. Pourtant, à quelques centaines de kilomètres de là, dans la zone de Portland, depuis plusieurs années, un tueur en série agissait en toute discrétion. Des corps de jeunes femmes étaient découverts de temps à autre dans des terrains vagues ou des zones forestières. Les enquêteurs n'avaient jamais trouvé de preuves concluantes qui permettent d'identifier le coupable, et l'affaire finissait par être reléguée aux archives froides, faute de pistes tangibles. La signature des crimes laissait perplexes les forces de l'ordre. Les victimes n'avaient à première vue aucun point commun qui aurait pu conduire à un mobile clair. L'examen de la scène de crime révélait un certain degré de préparation, comme si le meurtrier anticipait parfaitement les méthodes de la police scientifique. Personne ne savait qu'à présent, cette série de meurtres s'était déplacée vers Seattle, avec des indices épars connectant peu à peu plusieurs disparitions de femmes de la région. Au milieu de cet écheveau d'interrogations, Sarah, loin de se douter de quoi que ce soit, vaquait à ses occupations quotidiennes. Son emploi du temps s'articulait autour de ses commandes de rédaction, de ses rendez-vous professionnels par visioconférence et de sa vie conjugale paisible. Elle menait également une existence très sociale avec plusieurs amis du quartier, des collègues et des connaissances glanées au fil des années. Parmi ces relations, l'une de ses amies proches admirait toujours la solidité apparente de son couple et la décrivait souvent comme l'exemple parfait de l'harmonie conjugale. Cette amie se souviendra plus tard de nombreux moments où Sarah paraissait si confiante en son mari qu'elle laissait transparaître un profond sentiment de sérénité, comme si l'idée même du mensonge ne pouvait exister dans leur foyer. Lorsque le 5e anniversaire de leur mariage approchait, Sarah préparait en secret une petite fête à la maison. Rien de grandiose, juste un repas romantique qu'elle souhaitait organiser pour surprendre Brandon. Elle avait déjà commandé des décorations discrètes, réservé un gâteau personnalisé et imaginé la manière dont elle déposerait des bougies tout autour de la pièce pour illuminer le salon. Elle s'occupait aussi de trouver de vieux clichés de leur voyage de noces,
afin de préparer un diaporama commémoratif. Brandon, de son côté, semblait fort occupé au travail. Il avait mentionné un séminaire qui se tiendrait à Portland peu après leur anniversaire, mais il garantissait à Sarah qu'il serait bien présent le soir même pour célébrer cette date si importante. Il lui arrivait parfois de rentrer tard, prétextant des réunions impromptues ou des dossiers urgents, mais Sarah, confiante, ne s'en formalisait pas. Elle admirait même l'engagement professionnel de son mari, ignorant totalement que ces prétendus séminaires pouvaient servir à masquer des agissements bien plus sinistres. Le jour de l'anniversaire, Sarah se leva tôt pour finaliser les derniers préparatifs. Brandon quitta la maison de bonne heure, disant qu'il devait régler quelques urgences professionnelles et qu'il serait de retour dans l'après-midi. Cette journée-là, tout semblait normal. La demeure baignait dans la lumière d'un soleil de début d'été, et l'on percevait au loin le chant des oiseaux venant du parc non loin du lotissement. Sarah se sentait comblée, relisant mentalement les vœux qu'elle souhaitait prononcer le soir même. Pour patienter, elle décida de faire un peu de rangement dans le bureau de la maison, histoire de préparer un espace chaleureux pour la soirée. C'est alors qu'elle découvrit un tiroir verrouillé dans le bureau de Brandon. D'ordinaire, elle ne touchait jamais aux affaires de son mari, respectant scrupuleusement son intimité. Mais la clé était glissée juste dans la fente d'un sous-main. Probablement avait-il oublié de la ranger. Un brin curieuse et un peu amusée, elle se dit qu'il y conservait peut-être un cadeau ou une surprise à son intention. À l'ouverture du tiroir, elle constata d'abord la présence de nombreux articles de journaux, tous consacrés à des faits divers tragiques, la plupart traitant de disparitions de femmes dans la région. Il y avait aussi des notes rédigées à la main, des croquis décrivant des lieux isolés, des routes départementales, des détails sur des chemins forestiers. Plus troublant encore, certaines de ces annotations mentionnaient des dates précises, s'échelonnant sur plusieurs années. Au début, Sarah pensa que Brandon faisait peut-être des recherches pour un projet quelconque, étant donné qu'il avait parfois évoqué son intérêt pour l'écriture d'un livre ou d'un article sur le true crime. Cependant, en feuilletant plus avant, elle découvrit des photographies indubitables. Sur l'une, elle reconnut leur propre voiture, garée près d'une zone boisée, non loin d'un pont réputé pour être peu fréquenté. Sur une autre, on distinguait une silhouette féminine, ressemblant à une jeune femme croisée brièvement dans un reportage local. Un long frisson la parcourut. Elle réalisa que cette image avait été prise à Portland, dans le quartier où, selon un fait, divers l'eut peu de temps auparavant, une femme avait disparu. Perplexe, Sarah poursuivit ses recherches dans le tiroir. Dans un petit dossier, elle tomba sur un cahier d'écolier d'apparence banale. À l'intérieur, elle trouva des textes alarmants, des réflexions décousues, quasi obsessionnelles, accompagnées d'aveux explicites, décrivant ce que l'auteur ressentait lorsqu'il commettait l'acte libérateur. Plusieurs feuillets mentionnaient des détails sur la manière de se débarrasser de toute preuve matérielle. Porter des gants, utiliser des véhicules de location, changer régulièrement d'itinéraire, éviter les caméras de circulation. Sarah comprit soudain que ces feuillets documentaient des meurtres, qu'il ne s'agissait pas d'une simple ébauche de roman. Son esprit s'embruma sous l'effet du choc, et des larmes lui montèrent aux yeux. Elle se rappela certains indices qu'elle avait remarqués, mais balayés d'un revers de main. Les absences de Brandon, son regard parfois étrangement vide lorsqu'il rentrait tard le soir, sa méconnaissance soudaine de certains trajets quotidiens, alors même qu'il prétendait avoir fait un détour. Toutes ces incohérences l'assaillirent. La sonnette retentit. Surprise, elle se redressa brusquement, replaça sommairement le contenu du tiroir et se dirigea vers l'entrée. C'était un livreur qui venait apporter le gâteau personnalisé commandé pour la soirée. Elle tenta de se ressaisir, signa rapidement, puis ferma la porte. Un sentiment d'horreur l'envahissait, car elle réalisait qu'elle était peut-être mariée à un homme capable d'atrocités. Dans la maison, tout semblait soudain oppressant. Le silence lui pesait, l'air semblait figé. Elle se réfugia dans la salle de bain
essayant de se calmer, de reprendre le fil de ses pensées. Elle savait qu'elle devait vérifier à quel point ces informations recoupaient des dossiers d'enquête réels. Elle décida de profiter de l'après-midi pour fouiller les archives en ligne, là où se consignent souvent les faits divers non résolus. Son expérience de rédactrice la rendait habile pour débusquer des infos dans les recoins du net et croiser les données. Elle ne serait pas déçue du résultat. Chaque article qu'elle passait au crible confirmait la récurrence d'un mode opératoire ressemblant étrangement à celui décrit dans le cahier de Brandon. Plusieurs femmes, disparues entre 2013 et 2018, avaient toutes été retrouvées dans un périmètre plus ou moins éloigné de Seattle ou de Portland. Le plus inquiétant, personne ne leur avait jamais trouvé un lien commun ni un auteur potentiel. Seule la police soupçonnait un tueur méticuleux, se jouant de leur méthode. Sarah, submergée d'émotions contradictoires, se demandait si elle devait appeler la police sur le champ ou tenter d'en savoir plus. Quelque chose en elle hésitait, peut-être un réflexe de survie. Si Brandon apprenait qu'elle connaissait son secret, elle se mettrait en grand danger. Néanmoins, son éducation, son sens de la justice et surtout son horreur face à la découverte de telle barbarie l'incitaient à ne pas se taire. D'autant qu'elle commençait à percevoir qu'elle-même pourrait devenir une victime si Brandon se sentait menacé. Tandis que la fin de journée approchait, l'angoisse montait en elle. Brandon arriva finalement en fin d'après-midi, visiblement de bonne humeur. Sarah lui offrit un sourire forcé, prétextant une légère fatigue. Il ne parut pas s'en inquiéter outre mesure et partit prendre une douche, sans se douter de ce que son épouse avait découvert. Elle mit la table et déposa le gâteau sur un présentoir. Les décorations romantiques qu'elle avait préparées lui faisaient désormais l'effet d'une sinistre mise en scène. Elle aurait tout donné pour fuir immédiatement, mais elle tenta de garder son sang-froid. Au cours du dîner, Brandon raconta quelques anecdotes du travail, décrivant des rencontres d'affaires, des négociations techniques. Sarah l'écoutait d'une oreille distraite, observant chacun de ses gestes, comme pour déceler la moindre faille dans son attitude. Il semblait si naturel, si convaincant, que cela la glaçait davantage. Elle réalisa qu'elle avait sous les yeux la démonstration terrifiante du masque qu'il arborait depuis des années. Un mari dévoué, attentionné, quasi parfait. Une fois la soirée terminée, il monta se coucher, prétendant être épuisé. Sarah, de son côté, se rendit dans le salon et demeura longuement devant la fenêtre, perdue dans ses pensées. Ce n'est que plus tard dans la nuit qu'elle le rejoignit, le cœur encore chamboulé et la tête emplie de doutes sur la marche à suivre. Le lendemain, elle fit semblant de partir faire des courses et se rendit directement chez une connaissance, une personne de confiance qui travaillait comme assistante juridique dans le centre-ville de Seattle. Cette proche fut choquée d'entendre Sarah prononcer les mots « tueur en série » et « Brandon » et, au début, elle eut du mal à y croire. Toutefois, devant les photos et les notes que Sarah avait prises discrètement en photo avec son téléphone, elle comprit que la situation était particulièrement grave. Elles échangèrent sur les procédures légales, sur la nécessité de réunir des preuves solides pour engager la police. L'approche suggéra que Sarah se rapproche d'un enquêteur spécialisé dans les affaires criminelles afin que tout soit fait dans les règles, parce qu'accuser quelqu'un d'être un tueur en série n'était pas chose à prendre à la légère. Elles convinrent de se donner 48 heures pour agir. Ce même jour, en fin d'après-midi, Sarah fut frappée d'une nouvelle qui la sidéra autant qu'elle l'effraya. Elle se découvrit enceinte. Elle avait soupçonné un retard de cycle, mais l'ampleur des derniers événements l'avait empêchée d'y prêter attention. Devant le test positif, elle se sentit vaciller. L'angoisse la submergea. Comment pouvait-elle élever un enfant avec un homme susceptible d'être un meurtrier? Devait-elle fuir immédiatement? Ou valait-il mieux procéder avec prudence, protéger à la fois le bébé et elle-même, le temps de mettre Brandon hors d'état de nuire? Elle songea à appeler un proche parent, mais craignit que toute initiative mal préparée n'alerte Brandon, qui alors deviendrait imprévisible. De son côté,
Brandon commençait à percevoir un léger changement d'attitude chez Sarah. Elle semblait moins détendue, parfois pensive, et posait parfois des questions indirectes sur ses voyages. Un soir, il remarqua qu'elle avait déplacé des objets dans son bureau. Il fut saisi d'un doute. Et si elle avait découvert ce tiroir qu'il gardait jalousement? Il décida de la sonder, d'abord en évoquant le prochain déplacement qu'il devait effectuer à Portland, puis en insistant sur le fait qu'il tenait à ce qu'elle l'accompagne pour une fois. Sarah esquiva poliment, prétextant ne pas pouvoir interrompre ses travaux de rédaction. Brandon l'observa en silence, enregistrant ses moindres réactions. Derrière son sourire de façade, ses soupçons grandissaient. Lorsqu'il fouilla son propre bureau, il vit des traces d'un déplacement minime des dossiers. Au fil de la nuit, il se confirma que sa femme avait certainement compris quelque chose. Dès lors, il ne pouvait plus la laisser agir librement. Ce fut le début d'un véritable jeu de dissimulation entre eux. Sarah, bien décidée à le dénoncer, essayait de ne rien laisser transparaître, mais sa nervosité croissait de jour en jour. Brandon, convaincu qu'il devait prendre des mesures radicales, se préparait à l'éventualité de commettre un geste ultime contre celle qui avait partagé sa vie. Pour la police de Seattle, cette affaire n'était même pas encore officiellement ouverte, faute de plaintes ou de soupçons concrets. Pourtant, un haut gradé d'une unité chargée de résoudre les affaires non élucidées de la région commençait à remarquer que certaines disparitions récentes ressemblaient aux vieux dossiers de Portland. Il manquait une pièce maîtresse, un témoin, un indice matériel, quelque chose qui permette d'assembler le puzzle. En coulisses, un détective principal et un adjoint menaient, entre deux autres enquêtes, quelques recoupements de dates et de lieux. Ils ignoraient qu'une simple initiative de la part de Sarah pourrait faire sauter le verrou de l'énigme. 2 semaines passèrent ainsi, dans une atmosphère de tension croissante. Sarah avait déjà envoyé, par le biais de sa connaissance assistante juridique, des extraits numérisés de ce qu'elle avait trouvé à un contact au sein de la police. Mais il lui fallait un entretien officiel pour rendre la dénonciation recevable. Elle prévoyait de s'y rendre le vendredi suivant, une fois qu'elle aurait rassemblé toutes les copies de preuves nécessaires. Seulement, Brandon, guettant la moindre anomalie, remarqua qu'elle avait imprimé plusieurs documents et avait effacé l'historique de son ordinateur. Il ne connaissait pas encore l'ampleur de ce qu'elle préparait, mais il savait qu'il devait agir vite. Il l'invita à une escapade en voiture, soi-disant pour un moment romantique tardif, évoquant la nécessité de raviver la flamme. Sans se douter qu'il avait déjà tendu un piège, Sarah accepta, pensant qu'il valait mieux ne pas l'alerter de son intention de le trahir devant la police. Ce soir-là, alors qu'il traversait une route de campagne isolée, Brandon s'arrêta sous prétexte d'admirer le paysage. Il se montra étrangement tendre, effleurant la joue de Sarah, lui parlant à demi-mot de leur futur, de ses rêves de fonder une famille. Mais les mains de Sarah se mirent à trembler devant la duplicité de ses paroles. Elle essaya de simuler un sourire, mais son époux devina la peur dans ses yeux. Il ouvrit alors la boîte à gants et sortit une seringue. Sarah, paniquée, réagit violemment, tenta de lui arracher l'objet et de le repousser. La voiture était à l'arrêt près d'un pont, connu localement pour sa faible fréquentation le soir. Brandon voulait la neutraliser, la faire monter sur le siège passager, puis envoyer le véhicule dans un ravin à proximité pour faire croire à un accident. La lutte entre eux devint acharnée. Sarah, galvanisée par le désir de survivre, profita d'un instant d'inattention pour lui asséner un coup sur la main qui tenait la seringue. Un produit anesthésiant se répandit partiellement, éclaboussant le siège et le sol de la voiture. Brandon poussa un cri de rage et tenta de maîtriser sa femme en l'attrapant par les cheveux. Dans un ultime sursaut, Sarah parvint à débloquer la portière et à se jeter dehors. Elle tomba lourdement, s'écorchant les genoux et le coude. Brandon, furieux, sortit à sa suite, prêt à en finir. Voyant le ravin non loin, il voulut la pousser vers cette direction, mais la résistance de Sarah, alimentée par l'instinct de survie et la conscience qu'elle portait un enfant, le surprit.
Elle hurla, griffa, se dégagea, puis courut vers la lisière d'un bois, sans savoir si elle parviendrait à semer ce monstre qu'elle avait épousé. Brandon la rattrapa un instant, l'agrippant par le poignet, mais elle le frappa au visage. Déséquilibrée, il la lâcha. Elle en profita pour s'enfoncer dans les taillis. Dans la forêt, la nuit commençait à tomber. Les branches et les feuilles bruissaient sinistrement autour d'elle. Blessée et sous le choc, Sarah poursuivit sa fuite en silence, tentant de ne pas attirer l'attention de Brandon. Elle entendait ses pas, le bruissement rapide de ses mouvements. Elle se cacha derrière un tronc d'arbre renversé, retenant sa respiration. Brandon proféra quelques menaces dans la nuit, puis s'éloigna, visiblement à la recherche d'une meilleure stratégie pour la repérer. Elle se décida alors à gagner la route principale, priant pour qu'une voiture passe. Son cœur battait à tout rompre, et une douleur lancinante traversait son abdomen, la paniquant à l'idée d'une complication due à sa grossesse. Finalement, après un temps qui lui sembla interminable, elle parvint sur un tronçon de route peu éclairé. Au bout de quelques minutes, des phares apparurent au loin. Sarah sortit de sa cachette, agitant frénétiquement les bras. Une voiture ralentit. À l'intérieur, un couple de passage fut horrifié de découvrir cette femme en sang, à moitié déchirée, suppliant qu'on l'aide. Ils la firent monter et contactèrent immédiatement les urgences. Sarah put balbutier quelques mots indiquant qu'elle fuyait un mari dangereux, un homme qui voulait la tuer. La panique dans sa voix était telle qu'ils crurent d'abord qu'elle était victime d'une crise de folie. Mais voyant la sincérité dans son regard, ils la crurent et appelèrent aussitôt la police. Dans la foulée, on alerta une patrouille locale et un message fut transmis à toutes les unités alentour. Brandon, de son côté, comprit qu'elle avait réussi à échapper à son emprise et que d'une minute à l'autre, elle pourrait tout révéler à la police. Sa première impulsion fut de quitter la région, de faire disparaître la voiture et de se cacher. Il savait qu'une longue traque s'engagerait. Dans le bois obscurci, il reprit la route et parcourut quelques kilomètres avant de trouver un accès vers le réseau d'autoroutes menant au nord. Une chasse à l'homme s'amorça rapidement. L'alerte fut relayée et plusieurs postes de contrôle spontanés se mirent en place, dans l'espoir de repérer le véhicule de Brandon. Il abandonna finalement sa voiture dans un chemin de terre, prit des affaires dans le coffre, puis tenta de poursuivre à pied, résolu à franchir la frontière avec le Canada s'il le pouvait. Mais la police locale, appuyée par un hélicoptère équipé d'une caméra thermique, quadrilla la zone. Après 2 jours de recherche, un agent en patrouille remarqua un individu couvert de boue et de branchages, semblant vouloir éviter la route principale. La confrontation fut brève. Brandon essaya de s'enfuir, mais les policiers le mirent à terre et l'encerclèrent. L'arrestation fut confirmée quand ils découvrirent sur lui certains objets incriminants, dont un carnet, vraisemblablement le prolongement de son fameux journal, détaillant ses actes. La nouvelle de l'inculpation de Brandon Vanderbilt, mari aimant et voisin serviable en tant que tueur en série, provoqua un choc retentissant à Seattle. Les médias s'emparèrent de l'affaire, ajoutant un voile de mystère sur la question de savoir comment un homme aux allures aussi convenables avait pu perpétrer de tels actes sanglants. Sarah, hospitalisée pendant plusieurs jours pour surveiller son état et s'assurer que sa grossesse se déroulait au mieux, reçut le soutien de sa famille et de quelques amis proches. Elle coopéra avec les enquêteurs, leur remit toutes les preuves qu'elle avait secrètement rassemblées. Son témoignage fut crucial pour relier officiellement Brandon à plusieurs meurtres non résolus, aussi bien dans la région de Portland que dans celle de Seattle. Les procédures judiciaires furent complexes. Brandon tenta d'abord de nier en bloc, avançant l'idée que Sarah, sous l'effet d'une jalousie délirante ou de pression psychologique, avait tout inventé ou fabriqué. Pourtant, l'accumulation de preuves matérielles, les témoignages d'anciens collègues qui se souvenaient de son comportement étrange lors de certains déplacements, et surtout la découverte de traces d'ADN reliées à quelques victimes sur des objets lui appartenant, démolirent peu à peu sa défense. L'accusation,
menée par un procureur déterminé à obtenir la condamnation maximale, rappela le sentiment de terreur qui avait envahi la région à cause des meurtres successifs. Les familles de victimes vinrent déposer à la barre, leurs voix brisées par le chagrin, réclamant justice. Face à ces confrontations, Brandon resta de marbre, regard froid, comme si son esprit était déjà ailleurs. Le juge, sensibilisé par la cruauté des faits, ordonna que le procès se tienne avec une sélection rigoureuse des jurés, vu l'attention médiatique extrême autour du dossier. Pendant les audiences, un témoin clé, un enquêteur de Portland ayant travaillé sur les premières séries de crimes, dressa le portrait d'un coupable méticuleux qui maîtrisait parfaitement les techniques de dissimulation. Il souligna que la personnalité double de Brandon n'était pas un simple artifice, mais un mode de fonctionnement bien ancré. On insista aussi sur les passages du cahier intime, où il décrivait ses actes comme une sorte d'exutoire, à des pulsions qu'il traînait depuis l'adolescence, à la suite d'épisodes traumatiques. L'avocat de la défense tenta de plaider un trouble mental sévère, soulignant qu'il aurait été sous l'emprise de pulsions irrépressibles. Mais les analyses psychiatriques, commandées par le tribunal, conclurent que Brandon possédait un discernement suffisant pour être considéré responsable de ses actes. De son côté, Sarah dut s'avancer à la barre. Le visage éprouvé, elle raconta avec précision sa découverte dans le tiroir, ses soupçons croissants, ses recherches, puis l'attaque dont elle avait failli être la victime. Son récit, poignant, plongea la salle d'audience dans un silence glacial. Personne ne pouvait douter de sa sincérité, et l'émotion qu'elle dégageait opposa un contraste saisissant avec l'impassibilité de Brandon, assis dans le box des accusés. Certaines personnes présentes se souvinrent qu'il n'avait même pas semblé inquiet pour l'état de santé de sa femme, ni de l'enfant qu'elle portait. C'était comme si cette figure protectrice qu'il incarnait était morte en même temps que le masque qu'il portait. Après plusieurs semaines de débats, de témoignages et d'expertises diverses, le jury se réunit pour délibérer. Cette période de délibération suscita une vive attente dans tout l'État de Washington, car l'opinion publique était partagée entre l'horreur des crimes et la fascination pour la face cachée du coupable. Finalement, le jury rendit un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation, établissant la responsabilité de Brandon dans plusieurs meurtres et tentatives de meurtre, dont celle visant Sarah. Le juge prononça une peine de réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, estimant que l'accusé représentait un danger permanent pour la société. Les mois qui suivirent furent particulièrement éprouvants pour Sarah, mais aussi cathartiques à certains égards. Elle mit au monde un petit garçon en relative bonne santé, malgré le stress qui avait accompagné la fin de sa grossesse. Elle put compter sur ses proches et sur la bienveillance d'associations locales qui soutenaient les victimes d'actes criminels et de violences conjugales. Son histoire tragique, très médiatisée, l'amena à prendre la parole dans plusieurs forums et conférences pour partager son expérience. Elle insista sur la nécessité de prêter attention à certains signaux d'alerte chez un conjoint, sur l'importance de briser la loi du silence et de faire confiance à la justice, même quand tout semble contre vous. Progressivement, elle renoua avec la passion qu'elle avait pour l'écriture et devint un visage public reconnu dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Avec l'aide de spécialistes, elle entama une thérapie qui l'aida à surmonter ses cauchemars et son sentiment de culpabilité. Dans cette reconstruction, elle trouva un nouveau sens à sa vie en protégeant son enfant et en rendant hommage aux victimes qui n'avaient pas eu la chance, comme elle, d'échapper à la mort. Peu de temps après le jugement, la ville de Seattle se remit peu à peu de la frayeur qu'avait causée cette affaire. Les médias relayèrent brièvement le sort judiciaire de Brandon, puis le temps et d'autres actualités prirent le pas sur la fascination qu'avait suscité ce monstre derrière un masque de respectabilité. Les voisins, eux, restèrent longtemps sidérés à l'idée de l'avoir côtoyé et d'avoir pu inviter un tueur en série à leurs barbecues estivaux ou à leurs fêtes de quartier. Certains s'en voulurent de n'avoir rien remarqué, d'autres préféraient chasser ce souvenir malheureux. Mais tous s'accordèrent à dire
que l'affaire Vanderbilt resterait gravée dans l'histoire locale comme l'une des plus grandes tromperies criminelles jamais révélées dans les environs. De son côté, la police, grâce aux éléments fournis par Sarah, put clore plusieurs dossiers anciens qui dormaient dans des classeurs poussiéreux. Une conclusion judiciaire fut enfin rendue pour les familles endeuillées de la région de Portland, qui attendaient depuis longtemps de connaître l'identité de l'assassin. Ainsi, cette histoire laissa derrière elle une trace d'effroi, certes, mais aussi une lueur d'espoir. Parfois, même un tueur particulièrement astucieux peut être démasqué par la détermination et le courage d'une seule personne. Je tiens à remercier chacune et chacun d'entre vous pour avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Ce récit, bien qu'il puisse glacer le sang, montre à quel point il est crucial de ne pas fermer les yeux devant les signes avant-coureurs et de toujours défendre la vérité. Je suis profondément touchée par la force qu'a eue Sarah pour surmonter une telle épreuve, et j'espère que son combat inspirera d'autres personnes à se protéger face à la violence. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis heureuse de partager avec vous ces récits pour que plus personne ne subisse le même silence qu'a vécu Sarah. J'ai encore beaucoup d'histoires captivantes à vous proposer, alors n'hésitez pas à jeter un œil à mes autres vidéos. Je vous assure que je ferai de mon mieux pour vous offrir des contenus tout aussi intenses. Prenez soin de vous et à très bientôt.